Donc, aujourd'hui, on va parler justement de Prusa Slicer. On va essayer de justement créer notre fichier pour envoyer aux imprimantes Prusa. Dans le fond, la Prusa MK3 et la Prusa MK4 que nous avons justement avec nous. Bien entendu, ici, on peut, avec Prusa Slicer, si on a les bons paramètres de slice, utiliser les paramètres pour la Fusion 3 Edge. Donc là, à ce niveau-là, ça c'est un petit peu plus tard qu'on va voir cette partie-là. Pour le moment, on va commencer avec juste la Prusa Mark III. On va s'en aller par la suite vers la Mark IV et lorsqu'on va utiliser les coups de pinceau et de coupe et de tout ça pour utiliser plusieurs couleurs. Donc, on va commencer avec la Mark III qui est ici à ce niveau-là. On peut voir le printer qui est ici. On va voir que justement, on a l'original Prusa Mark IIIS et Mark IIIS Plus. Nous, on a les Mark IIIS Plus. Ça ne changera pas beaucoup grand-chose entre les deux, mais on va garder le même profil qui est là à ce niveau-là. On s'assure qu'on a la bonne machine à ce niveau-là. Ensuite de ça, nous sommes prêts à venir importer notre morceau. Bien entendu, on voit que notre plateau est exactement notre plateau que nous avons sur la machine actuelle. Pour commencer, on va commencer par aller ajouter un fichier. Nous, on va aller chercher celui-ci. On va aller directement. On peut avoir dans Prusa Slicer, on peut insérer des STL, des OBJ et des fichiers .step. Je vous conseillerais d'utiliser le .step si vous en êtes capable. Vous allez avoir beaucoup plus de définition au niveau des courbes et des objets. Étant donné que du STL, c'est des triangles. Donc, c'est sûr que quand il y a une piètre qualité du triangle, alors là, on va les voir sur l'impression en réel. C'est sûr que le step, lui, c'est vraiment une garde, une réalité. C'est vraiment pour un fichier qui va être transféré de logiciel en logiciel avec une reconnaissance de fonction, bien évidemment. Donc, celle-là garde toutes les formes géométriques actuelles, étant donné les arcs de cercle et ainsi de suite. Donc, on se garde la belle qualité. On voit que mon objet qui a été ici a été fait par quelqu'un, notre charles.stl, a une dimension en millimètres. Est-ce qu'on veut recalculer la dimension de l'objet? On peut faire oui ou on peut faire non. On peut faire oui. Ce qui va arriver, c'est que la dimension va être recalculée en fonction si c'est un objet qui a été fait en pouces ou un objet qui a été fait en millimètres. Si on fait non, un exemple, on va obtenir justement quasiment rien. Parce que quand la personne l'a dessiné en millimètres, mais l'a exporté en pouces. Donc, ce que ça fait, c'est quand on essaie de vouloir l'arranger, ça ne marchera pas. On peut le voir peut-être un petit peu. L'objet, là, elle est vraiment au centre, là, tout petit. Là. On s'approche tout petit pour voir notre objet qui est là. On va voir ici à côté à droite, dans l'objet manipulation, qui est ici. On va voir que le scale factor qui est à 100%, on va voir le size world, ça veut dire que c'est carrément la grandeur complète de votre objet. On voit que c'est 0.24 par 0.24 mm. On voit que c'est tout petit, ça n'a aucun sens. Exemple, si nous désirons juste la supprimer et on va venir ouvrir celle-là, on va dire oui finalement. En faisant un oui, il va essayer de recalculer comme quoi que, il l'a vu en pouces, puis là, ben, OK, il l'a vu en millimètres, puis là, on va lui dire, fais-le en pouces finalement. Donc là, ce que ça va faire, c'est que notre dimension va s'ajuster. Mais est-ce que c'est la bonne, comme on disait tout à l'heure? La personne l'a sûrement dessiné en pouces et le converti en millimètres ou vice-versa. Lorsqu'on arrive dans le logiciel, lui, il la reconnaît comme en millimètres, mais elle a été dessinée en pouces, fait que là, on peut avoir une petite problématique au niveau des géométries. C'est pas plus grave que ça. Dans ce cas-là, on va aller dans l'objet manipulation qui est ici, encore une fois, dans la petite boîte qui est là. On va lui dire directement quelle est la dimension. En faisant ça, on voit que là, les flèches apparaissent. Parce qu'on peut dire qu'on va grandir dans tous les sens. Mais là, on va grandir en X, mais on a gardé un petit lock qui est ici pour garder le scale factor 100%, toute la gang, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un scale uniforme. Là, ça va être tout égal. Au lieu d'aller ici, on pourrait aller à la gauche, qui est là, qui est le scale carrément, qui était l'échelle de l'image au complet. L'échelle de l'image, là, on pourrait sélectionner justement des axes. Puis là, on pourrait dire qu'on va étirer sur un axe, on va étirer sur un autre axe, qu'on va étirer sur l'autre axe, ou on pourrait prendre les carrés qui sont ici, puis on va le grandir en échelle constante. On voit que ça n'a aucun sens. Puis là, c'est là où on est capable d'aller en haut ici.
Et on peut revenir en arrière pour revenir exactement où nous étions. On va prendre l'échelle, on peut le monter ici. On va le mettre un peu comme nous on le sent. Puis on va regarder justement un peu dans les objets de manipulation qui sont ici. On va voir la grandeur de l'objet qui a été mis là. Bien entendu, celle-là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est celle que vous voulez. Peut-être que c'est une grandeur un petit peu plus. Moi, je sais que c'était 100 mm qui était ici. Donc là, on voit que le petit château est complet. C'est vraiment la dimension que nous avons, on a besoin. En cliquant, on peut tenir avec le bouton gauche de la souris. On peut déplacer dans notre environnement où ce qu'on le souhaite la pièce qu'on va imprimer. Là, vous avez peut-être remarqué que, là, en bleu, là, on voit que je sors en dehors des lignes du plateau. Donc là, mon objet devient bleu. Si je le mets vert, ça veut dire que oui, tout est beau. On peut continuer justement pour l'impression. Pour déplacer aussi, on peut utiliser à gauche, dans l'onglet justement Move, on peut déplacer justement par rapport à un axe directement et on peut l'envoyer où ce qu'on souhaite, en hauteur, partout. On peut toujours essayer de le ramener, le rapatrier sur le plateau. Nous, on va essayer toujours de le garder comme ça pour être sûr que tout fonctionne. On peut aller vers la rotation de l'objet aussi. Ça peut arriver que des objets soient mal positionnés ou on veut les positionner d'une certaine manière. Quand on pourrait dire, moi, je viens la positionner comme ça et je m'assure que l'objet est dans l'orientation à laquelle que je souhaite avoir. Bien entendu, ce n'est pas l'orientation optimum pour cette pièce-là, mais il pourrait avoir certaines pièces à laquelle nous voudrions cette orientation-là. On pourrait la tourner encore une fois. Et voilà. On pourrait voir qu'est-ce que ça donne. On sait que c'est exactement comme ça qu'on voudrait l'imprimer. Bien entendu, on sait que ce n'est pas la bonne chose. Dans les manipulations de l'objet, on voit que moi, étant donné que mes rotations, je les ai bougées. Là, on voit qu'il y a une petite flèche qui vient d'apparaître. Je peux reset la rotation. Fait que je peux revenir comme avant. Puis la dimension, l'échelle, je peux refaire la même chose en cliquant sur la petite roulette qui est là. Je reviens sur mes dimensions actuelles, originelles du dessin. Bien entendu, ce logiciel-là est quand même très, très, très puissant. Il y a beaucoup plus d'options. On va voir quand même juste la base aujourd'hui, mais c'est quand même une bonne partie pour commencer votre impression puis commencer la base de l'impression 3D tout court. Donc, moi, je sais que c'est pas comme ça que je veux l'imprimer. On s'entend que cette pièce-là, elle n'est pas tout à fait stable pour l'impression. Mais moi, il y a un petit outil qui est ici, qui est Place on Face. C'est vraiment qu'on va choisir une facette à laquelle que l'impression est possible de faire. Donc là, on voit que plusieurs facettes nous permettent de prendre cette facette-là pour l'impression. C'est sûr que cette facette-là, on va essayer de prendre la face la plus droite pour créer notre impression. Là, c'est là l'orientation de base qui va être vraiment primordiale. On va voir que là, la plus grande surface est pas mal ici. Puis on le sait que c'est comme ça qu'on va l'imprimer de toute façon, mais on le sait qu'en cliquant sur celle-là, elle vient automatiquement être orientée de la bonne manière. Donc là, si vous n'êtes pas sûr non plus, on pourrait faire un reset de rotation pour être sûr de revenir. Donc là, est ici. On peut s'en aller, on peut bouger en masse, on pourrait prendre cette face-là, on l'imprimerait comme ça ici. Est-ce que ce serait la bonne chose? Pas vraiment pour ce type de projet-là. Donc, avec ça, nous sommes capables de positionner notre objet pour qu'il soit complètement réglé. On va rentrer dans le dernier objet qui est là. Les autres, on va aller un petit peu plus loin, plus rapidement. On va sauter les deux qui sont ici. On va faire le premier qui est cut ici. Le cut, ce que ça fait, c'est, admettons que je suis ici. Là, on voit, j'utilise la bouboule pour me tasser, j'utilise les flèches pour choisir mon angle. Là, on voit ce que ça fait, c'est que là, on voit le plan de coupe. Le plan de coupe. Qu'est-ce qu'est le plan de coupe? C'est le plan à laquelle on va décider de couper notre objet en deux. Là, si on performe notre cut, on voit qu'un objet est coupé directement en deux. On peut l'imprimer en deux parties différentes puis les assembler par la suite. On est en arrière pour la suite. On voit qu'il y a notre cut qui est là. On voit directement ça ici. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est on peut ajouter des connexions. Donc là, cette petite particularité-là, c'est quand même assez compliqué dans un sens. Ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir permettre de justement prendre des petits connecteurs, d'imprimer les petits connecteurs, puis on va pouvoir justement, on va le faire, on va avoir un petit connecteur qui est ici. Là, en imprimant ces connecteurs-là, il va avoir fait des trous dans l'autre. Quand on va arriver pour les assembler ensemble, ils vont être auto-positionnés
par les petites coches qu'on vient de faire. Bien entendu, on peut les grossir, les mettre carrés, les enfiler. On peut choisir différentes formes, justement, de petits connecteurs pour nous aider à connecter nos impressions ensemble. C'est grandement utile quand on a des grandes impressions. Là, ça, c'est ce qui va nous aider pour, justement, assembler plusieurs morceaux ensemble. Là, c'est ce qu'on veut. Pas nécessairement aujourd'hui, mais on pourrait le faire pour les prochaines pièces plus grandes. Comme on disait, on va skipper ces deux petites étapes-là ici. Et ces deux petites étapes-là ici, on va les garder pour la Prusa Mark IV. Parce que la Mark IV, elle a le MMU 3, c'est-à-dire le Multimaterial Unit 3.0. C'est-à-dire qu'on va pouvoir imprimer jusqu'à 5 couleurs à la fois. Fait que là, c'est là où on va avoir besoin de ça ici. Les couleurs, les peintures, ces choses-là, on va les garder à ce niveau-là. Celui-là ici, ce qui va arriver, c'est une autre chose aussi. Là, on va s'assurer que celui-là, on ne touche pas beaucoup. On va garder ça pour une option un petit peu plus poussée. Vous allez voir, il y a une petite palette de couleurs qui va se rajouter lorsqu'on va faire le changement d'imprimante pour vers l'imprimante M4. On a l'outil de mesure qui est très important. L'outil de mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser cet outil-là pour savoir, moi, cette face-là à la prochaine face, va me dire exactement c'est quoi ma dimension que j'ai ici. Et elle apparaît ici dans la distance qui est 63,66 mm. Pas 66, mais 606. Excusez. Donc, on le voit. On l'a exactement. On peut faire Restart Sélection. On est capable de choisir une autre pièce à une autre pièce. On est capable de voir les distances. Et ainsi de suite. On voit un peu le principe qui est testé. Notre dimension d'objet est toute positionnée. Notre objet est positionné. On va retourner dans la barre en haut. Notre barre en haut, on pourrait dire qu'on vient rajouter une autre impression. On peut en mettre plein, toutes sortes. Là, on pourrait dire, regarde, celle-là ici, on va l'imprimer. J'ai aucune idée c'est quoi, mais on va aller voir c'est quoi. Il y a... Oh, et voilà. On voit une chaise ici qui serait là. On voit que ce ne serait pas la bonne méthode d'impression, mais on pourrait venir la couper pour pouvoir justement la mettre à la bonne position. On ne l'a pas, mais on pourrait imprimer à peu près n'importe quoi. On pourrait dire qu'on vient jeter la sélection. On est en arrière parce qu'on ne veut pas l'acheter. C'est-à-dire qu'on va faire Delete All. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le plateau va être complètement enlevé. Puis là, c'est exactement ce qu'on va vouloir tout retirer. On peut faire une soustraction. Là, on va déliter l'occurrence qu'on a. C'est-à-dire une occurrence, c'est quoi? C'est comme si je disais, comme qui est là, copier, coller. Fait que là, on a deux objets pareils. Puis là, on voit que dans notre tableau ici à droite, on a nos objets qui sont là. Ça, c'est la liste de tous les objets qui peuvent être dans le plateau. Parce qu'ils peuvent en avoir des centaines dessus le plateau sans problème. Pas de cette grosseur-là, bien évidemment, mais de grosseur raisonnable pour rentrer une centaine dans le plateau. On pourrait dire qu'au lieu de dire copier-coller, là, moi, je pourrais démontrer l'option Delete. On va juste déliter cette occurrence-là. En cliquant dessus. En cliquant dessus, on est capable de cliquer droit. Là, ce qu'on va arriver, c'est qu'on peut faire ajouter une instance. On va faire exactement ce qu'on a fait. Cliquant dessus, on peut faire Remove Instance, Set Number of Instance. Donc là, ce que ça veut dire, c'est on choisit le nombre de copies qu'il y a sur le plateau. Moi, je dis, mettons, je peux en avoir 5. Donc là, on voit, ils s'empilent tous un après l'autre. C'est pas exactement ce qu'on veut. Moi, celui-là ici, je pourrais cliquer droit et faire Remove. Moi, je vais regarder. Puis là, je peux regarder Fill Bed with Instance. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'il va faire une réorganisation du plateau et essayer de placer le maximum de petits châteaux sur le plateau. On peut faire Delete aussi. On peut y aller avec plein d'autres options qui sont là. Je vous laisse regarder le tout. C'est des options qui sont disponibles, qui sont possibles de faire pour plein de choses. Je vous le dis, on va garder quand même la base pour le moment. C'est qu'est-ce qu'on va essayer de faire. On voit que là, ça ne marche pas à ce niveau-là. Hein? Là, il y en a, ça s'imprime à l'un à l'intérieur de l'autre. Vous avez aussi l'option raccourci qui est là, ajouter ou diminuer le nombre d'instances. Puis vous avez Split Part. Ça, c'est où on est capable de faire de différents objets. Ça, on va en laisser. Toutes ces options-là, on ne les touchera pas celui-ci pour des cas justement de garder la base, une belle base. Mais on va utiliser l'option qui est ici, qui est le fichier arrangé. C'est vraiment le fichier, pas le fichier, mais l'option de dire, si on clique là-dessus, il va essayer de nous mettre
ça le plus condensé dedans le plateau, mais en même temps de rentrer le plus d'instances possible. Mais on voit qu'ils les ont tous rentrés. Que je pourrais les redéplacer. Je pourrais jouer de dire les mettre ultra proches, mais là, si je les rentre à l'intérieur, OK, on a une erreur ici, que l'objet est en dehors de la surface d'impression. C'est super, on va faire une réarranger du plateau, puis on voit qu'ils les ont tous mis à la bonne place. Bien entendu, moi, j'ai besoin d'un château aujourd'hui. On va juste déliter tous ceux qu'on n'a pas besoin. On va mettre environ au milieu. On peut faire arranger une pièce qui est toute seule. Il va nous la placer au centre totalement. Ça, c'est super bon. Donc là, on va garder ça pour le moment exactement comme ça. Suite à ça, on avait choisi notre imprimante qui était là, ce qui est super bon. Là, ensuite de ça, on veut choisir notre filament. Notre filament, on a plusieurs choix. Là, moi, j'ai beaucoup de choix. Vous, normalement, au lab, vous devriez avoir quelques choix. Pas beaucoup, parce qu'on va limiter justement qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Vous autres, vous allez avoir du PETG ou du PLA. Généralement, ça va être du Eson PLA ou du Polymaker. Même chose pour le PETG, ça risque d'être du Eson aussi à ce niveau-là. C'est une des seules marques avec laquelle la fusion aussi Edge capable d'accepter ce filament-là. En étant du PLA. Donc là, on pourrait choisir du PLA parce que c'est un objet qui n'a pas besoin de propriétés mécaniques extraordinaires. C'est juste un bibelot, on va dire. Fait que ça, on choisit notre PLA. C'est super, on reste là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on va jouer avec notre print speed. Là, on va voir qu'on a différentes hauteurs de couches. Les hauteurs de couches vont vraiment être, comme on voit, mettons, des details. Fait que là, on va détail, qualité, vitesse, qualité, vitesse. Qualité, vitesse, des fois, si on les a à deux places, parce qu'on en a un 0.20 puis on a un 0.20. C'est-à-dire qu'on a une hauteur de couche de 0.2 mm en qualité. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins vite, on va faire attention lors de ses accélérations. Et on a le 0.2 où c'est que c'est pas grave, c'est juste qu'on veut l'imprimer puis ça finit là. On n'a pas besoin assurément d'avoir une qualité exceptionnelle lors de l'impression. Fait que mettons, nous, on va y aller avec 0.20 speed. On pourrait y aller avec 0.20 qualité. Pas une grande différence entre les deux. Ça va plus changer au niveau des nouvelles générations d'imprimantes comme le Mark IV, les Bamboo Lab et ces choses-là. Ça va changer énormément au niveau de la qualité. Suite à cela, on a le support qui est ici. Le support, là, on voit qu'il n'y en a pas. On a le support en contact avec le plateau seulement, en contact justement avec des supports custom que nous, on a demandé à mettre sur le plateau, ou on peut dire partout. Partout, ben là, c'est sûr qu'on va voir qu'il y en a vraiment partout. Donc, tous les petits trous là ici, les petits trous à l'intérieur qui sont là, on le voit, on va se rapprocher un petit peu. Tous les trous qui sont ici vont être supportés, incluant toutes les lettres qui sont en dessous ici, là, bien entendu, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir que l'infill qui est ici, on a différents pourcentages d'infill. C'est sûr que si on met du infill 100%, c'est sûr que si on va le mettre juste pour le montrer. Il dit que le grid infill n'est pas supporté à 100%. Ce qu'il va le faire, c'est en rectiligne, c'est-à-dire que au lieu de faire du remplissage en étant quadrillé, il va faire des lignes par ligne comme s'il imprimait les premières couches puis les dernières couches. Le 15% est amplement suffisant pour à peu près 80% des cas en général. Quand on va monter notre pourcentage, c'est qu'on va jouer avec, mettons, notre speed, notre structure interne, puis notre infill pour avoir une bonne résistance mécanique à ce niveau-là. L'option de brim, je vais vous l'expliquer un petit peu. C'est une option, dans le fond, que c'est une couche qui est alentour de la pièce, qui est vraiment quasiment collée sur la pièce, qui est facile à retirer lors de l'impression, mais ça a l'air à améliorer le contact avec le plateau. C'est sûr que ce brim-là va être souvent utilisé sur des petites pièces qui vont être prônes à se détacher, décoller du plateau, ou qui sont longues, ou qui sont des petits points de contact sur le plateau qu'on veut juste améliorer sa surface de contact. On va regarder ces paramètres-là pour le moment. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Puis, en cliquant sur Slice, qui est en bas ici, on va le voir, là c'est Export G-Code parce que là, j'ai cliqué sur le Slice d'impression. On va voir ce qui apparaît. C'est que c'est notre château qui est là, qui est imprimé. Là, on voit qu'il est en couche. On voit qu'est-ce qui est ici en haut à gauche dans la légende, toutes les couleurs, que si on clique sur les couleurs, on est capable de dire, ben, on peut les enlever à ce niveau-là.
chose. Donc, on est capable d'enlever puis de juste regarder qu'est-ce qu'on a de besoin à l'intérieur puis pour regarder vraiment ce qu'on veut voir. Si on veut voir une couche en particulier, mettons, on pourrait voir qu'est-ce qui est le plus long, intern infill. Ça veut dire que c'est tout le remplissage interne, mais il est très, très, très intense. C'est très long à faire, mais on pourrait tout désélectionner tout sauf le périmètre interne pour voir à quoi il ressemble. Sinon, ben, on peut juste descendre nos premières couches. Puis là, on voit notre remplissage interne d'une meilleure manière. Puis là, on voit que ça, c'est notre remplissage interne. Bien sûr, il y en a plusieurs sortes. Vous êtes libre à vous de le charger comme vous voulez. Ça, c'est comme vous le sentez. Normalement, on va lui laisser exactement comme c'est là. Pour des petites pièces de base comme ça, on n'a pas une grande particularité à ça. On monte en haut. Si on regarde vers le dessous, on voit qu'il y a du mauve qui sont ici. Le mauve, c'est qu'est-ce qui est en contact avec le plateau, mais solide infill. C'est-à-dire que c'est vraiment du remplissage solide. C'est-à-dire vraiment, là, on parlait comme tantôt du rectiligne, c'est-à-dire c'est le ligne à ligne continue. On peut se rapprocher encore une fois. On voit les petites lignes d'impression 3D que la buse va passer. Ce qu'on voit ici, le bleu foncé plus le bleu clair qui est ici, ces deux-là, c'est là où ce qu'on peut aller voir qu'on a overhang perimeters et on a bridge and fill. C'est-à-dire que ces deux paramètres-là, ça veut dire qu'ils sont dans le vide. C'est là où ce qu'on va avoir besoin de notre support. Je vais vous montrer tout de suite l'effet d'un brim avant d'aller vers le support pour que vous puissiez voir la différence ici. Là, on se souvient qu'il n'y avait pas rien justement là. Là, si je l'active, qu'on refait slice nord en bas ici, ben là, on va voir qu'est-ce que ça va faire. On va avoir une belle petite couche qui va nous aider à adhérer au plateau. On voit qu'il est là ici, qui est ici, et on voit que lui s'est rajouté là, qui prend 4 minutes à faire pour cette partie. Et voilà. Nous, on va le désactiver, mais on n'a pas besoin pour ce plateau-là. On va aller dans les supports, on va en mettre sur le plateau uniquement. On va voir qu'est-ce que ça fait. On voit que lui, il essaie de nous supporter que ça ici. On voit là, il est en train de créer notre support, puis là, on voit qu'il est carrément comme ça ici. C'est lui qui essaie de supporter la partie qui est en dessous. Mais attention, il y en a ici, 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 et il y en a en dessous. Là. Est-ce que c'est possible qu'il s'imprime sans problème? Oui, tout à fait. Tout dépendant de l'imprimante, la capacité de cooling, vraiment la capacité de refroidissement de la buse, du filament qui va être au bout de la buse. Ça va nous permettre de faire des bridges, c'est-à-dire des ponts, des surplombs, qui vont nous aider justement à garder le tout solide et à la bonne place. Dans le cas où ce que je voudrais toutes les supporter, ben là, on pourrait dire partout, mets-moi-en partout pour aller les supporter. Là, ce qu'on va voir, par contre, là, c'est vraiment quelque chose de ahurissant. On voit qu'il y a beaucoup de supports, beaucoup de choses. Est-ce qu'il est facile d'enlever ce support-là? Oui, énormément, beaucoup plus facile qu'on le pense. C'est sûr que, par contre, du support comme ça, on voit qu'il s'appuie sur notre pièce pour bâtir plus haut. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dans des cas où on a besoin de ça, c'est super, c'est efficace, c'est très solide ce support-là. On a une problématique. Par contre, c'est au niveau de la quantité de matière qu'on vient mettre pour supporter tout ça. C'est sûr que dans certaines pièces, on va avoir des quantités incroyables, faramineuses de support pour supporter des endroits très, très, très spéciaux. Puis là, ben, ce qu'on pourrait se retrouver, c'est qu'on aurait une problématique à ce niveau-là, au niveau du gaspillage de support. On a une manière de dire qu'on va limiter cette quantité de support-là. Ça, c'est cette quantité de support-là. Là, on va l'appeler un support organique. Ce support-là, dans le fond, est différent. On va y aller un peu style branche d'arbre. Par contre, vous allez devoir l'activer manuellement dans les settings d'impression. Vraiment, là, dans les print settings, ça va être le deuxième à côté du plateau. Vous allez avoir là, vous allez devoir descendre dans les supports du matériel qui est ici. Et dans l'option pour support de matériel et les radeaux, vous allez avoir l'option Grid, Snock, Organique. Nous autres, on veut organique à ce niveau-là. C'est une manière de faire. C'est sûr que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. Vous pouvez juste garder le support conventionnel. Puis vous allez pouvoir justement le garder comme ça. Là, ce qu'on voit, c'est que là,
on voit que c'est comme des petites branches d'arbres à l'intérieur. Puis là, on a dit everywhere. Fait que là, ça veut dire mets-en partout du support. On veut que ça soit comme ça. Mais là, moi, il supporte ça à l'intérieur. Il fait des petites choses comme ça. Notre support est vraiment moindre. On a beaucoup moins de support. Puis là, on pourrait dire, quand on a des pièces importantes, qu'au lieu d'avoir du support partout ici, on va essayer avec le contact avec le plateau seulement. Là, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va essayer de supporter le tout, jamais en essayant de toucher notre pièce. Ça va être un petit peu différent. Ça va être de quoi qui est quand même assez surprenant. On voit que là, on prend plus de support. Là, oui, on prend quasiment la même chose qu'avant, mais attention, on ne touche pas à la pièce du tout. Fait qu'on ne bâtit jamais sur la pièce. Avec ces supports-là, il faut prendre en considération aussi qu'ils sont creux. Donc, ils sont bâtis vraiment comme étant soit 2 couches ou une couche, tout dépendant de la branche où elle est rendue. Si on parle d'une branche qui est vraiment rendue plus loin à la base, c'est sûr qu'on a 2 couches. Quand on s'en vient vers le dessus, il en reste rien qu'une pour supporter juste ce qu'on a de besoin. On voit que c'est en contact avec le plateau, mais que ça ne touche pas la pièce, fait que ça s'enlève ultra facilement. Ça gaspille généralement beaucoup moins de matériel. Puis on ne vient pas s'appuyer sur notre pièce pour venir créer un support. C'est ce qui est vraiment magique avec ça. C'est super. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Parfois, ça prend moins de temps aussi, nous, l'impression. Mais c'est quelque chose qui est super le fun. Parlant de temps d'impression. Là, nous, on a tout fait nos settings qui sont ici. On a descendu les objets de manipulation, on l'a fait. Puis là, quand on vient faire slice ici, là, il y a ces petits carrés-là qui apparaissent. L'info, qui est vraiment l'objet. C'est-à-dire, ça vient vous dire que votre objet, qui est l'objet château qui est ici de Charles, ça vient nous dire nos facettes, notre complexité de notre STL, notre dimension, notre volume interne, puis si on a des erreurs détectées. Ça, c'est super, c'est juste pour de l'information, direction. Nous, ce qui va être important, c'est le slicer d'info. Fait que ça, c'est l'information du tranchage qui s'est fait. Cette information-là, très, 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 très primordiale. Pourquoi? Parce que vous allez devoir, prendre l'utilisation du filament à mètre, parce que là, on voit que c'est quasiment 30 mètres des filaments. Donc, dans ces cas-là, on va aller sur le site directement du lab et on va justement rentrer le 30 mètres, justement, directement, pour payer notre matériel. Fait que vous allez pouvoir voir selon votre matériel que vous choisissez et l'imprimante que vous avez choisi aussi. Ça dépend. Normalement, les imprimantes, on ne les charge pas à l'utilisation. On charge juste le matériel. Vous pouvez apporter votre propre matériel, à moins qu'il soit approuvé, bien évidemment, pour l'imprimante. On voit qu'on a un coût de 2,22. Est-ce que ça va être le bon coût? Non, du tout. Nous, les coûts ne sont pas ajustés dans le Prusa Slicer. On pourrait dire qu'on les ajuste avec la quantité de portables qu'on a, avec les coûts, les changements de coûts tout le temps. Ça n'a aucun sens. Fait que toujours vous référer au site directement. Vous allez avoir généralement. Là, on pourrait parler en date d'aujourd'hui, en 2024, qui est de 30 cents, pas 30 cents, excuse, 14 cents le mètre, taxe incluse. Fait qu'on pourrait faire 34,14. Ça donnerait notre prix pour imprimer tout cela. Ensuite de ça, on voit Estimate Printing Time. Fait que là, on voit que c'est le temps d'estimation pour l'impression 3D. Ben là, on voit en normal mode. Nous autres, c'est en mode normal qui est vraiment carrément le mode standard qu'on utilise tout le temps. Que ce soit pour l'imprimante Mark 3, Mark 4, la fusion, c'est toujours le mode normal qu'on a. Il n'y a pas de stealth mode, le mode silencieux comme on appelle. Les imprimantes ne sont pas actives avec ça à l'intérieur. Fait que là, on peut voir que ça va prendre 5 heures et 23 minutes à imprimer le tout. Ça ne comprend pas le temps de préparation, par contre, de l'imprimante, c'est-à-dire le temps de préparation d'elle-même au départ, c'est-à-dire préchauffage, nivellement du plateau, purge, ça ne comprend pas ça comprend vraiment juste le temps d'impression de la pièce. Fait que là, c'est ce qu'on voit qu'on a à ce niveau-là. Là, on pourrait dire qu'on vient exporter notre G-code, parce que là, tout est fait à ce niveau-là. Là, on pourrait dire qu'on vient l'exporter, puis là, on voit ce que ça va faire, c'est que ça va être notre nom de fichier, le point 2 qu'on a choisi au préalable, notre matériel qu'on a choisi, notre imprimante qu'on a choisi, notre temps directement qu'on a pour l'envoyer. Là, on pourrait prendre ça pour l'envoyer dans la carte SD ou la clé USB pour l'envoyer dans les imprimantes. On ne fera pas parce que c'est non nécessaire. On l'a déjà imprimé cette pièce-là à ce niveau-là. Fait que ça, c'est ce qui conclut pas mal le bout de la Prusa Mark III. On va revenir en arrière. On voit que le reste va toujours être similaire. La seule différence, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va activer, on va changer notre imprimante pour dire
Et moi, je ne veux pas finalement l'imprimer sur la marque 3, je veux l'imprimer sur la marque 4 MMU 3.0. Est-ce qu'on veut changer? On va faire discard tout de suite parce que justement, on ne veut pas l'avoir pour le moment. On veut vraiment que les settings de la Prusa arrivent directement comme on le souhaite. Là, on va voir plusieurs particularités. C'est 5 couleurs qui viennent d'apparaître. Bien entendu, ne sont pas setées selon les machines, sur la machine qu'on a en ce moment. Ça, c'est tout à fait normal. On a la Purge Tower qui est ici. Elle se met toujours automatiquement. Si vous avez juste une couleur d'impression pour ça, elle va s'enlever automatiquement, il n'y en aura pas. Quand il y en a deux couleurs et plus, là, automatiquement, il y a la Purge Tower qui va se créer, qui peut être gros jusqu'à comme ça. Est-ce qu'elle va être grosse tout le temps comme ça? Non, pas nécessairement, mais elle peut l'être. Tout dépendant du nombre de filaments et la purge qu'il y a besoin. On va appeler les purges volumes, c'est vraiment le volume de purge pour changer les couleurs. On parle d'une couleur foncée à très claire. C'est sûr que la purge va être plus longue qu'une couleur claire à claire. On voit aussi que il y a un multimatériel painting. Fait que là, il y a un coup de pinceau qui vient d'arriver pour justement changer nos couleurs. Donc, on va pouvoir faire. Avant tout, on va prendre justement notre objet. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer nos couleurs qu'on veut mettre dans la machine. La première couleur. Moi, je sais que dans la machine en ce moment, c'est noir. Ma deuxième couleur, là, elle, je m'en souviens, elle, c'est blanc, ici. Ma troisième est en bleu. Ma quatrième est en jaune. Et celle-là ici est du générique PETG. Bon, c'est exactement comme la machine qui est là. Là, on voit que, générique PETG, l'autre, c'est tout du PL. Effectivement, on peut avoir plusieurs matériels dedans. C'est pas plus grave que ça. C'est juste à condition qu'on n'utilise pas le même matériel que les autres pour notre impression. Là, on peut se retrouver avec des problèmes d'impression ou juste que le Prusa Slicer ne voudra pas le faire. On va tourner à notre pièce qui est ici. On voit extrudeur, le défaut. On sait qu'on a notre couleur 1 à 5 qui est ici. 1 à 5 va représenter les chiffres 1 à 5 sur les bobines qu'on a directement à côté de la machine. Fait que là, c'est vraiment ça qu'on a ici. On va garder la même chose. PLA, 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 PETG. On peut dire choisis directement notre couleur. Là, moi, par défaut, je vais y aller 1. Là, si je clique à côté, et le noir. Là, on voit que là, il y a vraiment la couleur qui est active. Si on dit que moi, finalement, cette couleur, le château, je veux qu'il soit blanc. Puis on va y mettre des accents bleus et jaune, peut-être, on ne sait pas. Ben, on voit que notre pièce est devenue blanche. On voit que c'est la bonne chose. Ma couleur de base de mon château est blanc. Ça, c'est exactement comme ça, on va l'avoir. Là, en choisissant comme ça, ça veut dire que si on l'imprime pas de couleur, rien d'autre que le blanc, on va faire un slice exemple pour le montrer. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va rester seulement blanc. On voit, on va arriver. Et voilà, il me donne des petits avertissements. Des fois, ça peut arriver. Là, plus de Purge Tower qui est là, plus rien. On n'a vraiment rien. On est en blanc directement, pas plus compliqué que ça. Là, on voit que 2h21 en temps normal. Pourquoi? Ben, c'est normal parce que la Prusa Mark IV, elle est beaucoup plus rapide que la Prusa Mark III. C'est tout à fait normal qu'on coupe quasiment notre temps par bout. Attention, on n'a pas activé les supports encore. Les supports, on peut les activer tout de suite parce qu'on va garder la même chose. Support on build plate only, ça veut dire support avec le plateau en contact uniquement. On va aller changer nos supports, notre matériel de support, on va le mettre en organique. On va revenir, on va arriver exactement avec la même chose que tantôt, que tout à l'heure. On va le voir, ça sera pas bien long. Et voilà, on voit la même chose, c'est exactement le même principe. Puis là, ce qui va arriver, c'est juste que ça va être le temps qui va être différent parce que là, les vitesses sont beaucoup plus rapides. On voit qu'on a gagné quasiment 2h10 minutes, 2h15 minutes environ de plus qu'on vient de s'économiser en choisissant la marque 4. Attention, la marque 4 ne peut pas faire de filaments flexibles. Tous ces filaments-là ne rentrent pas et ne sont pas compatibles avec le MMU. Les filaments abrasifs non plus. Là, on va les garder pour la fusion Edge à ce niveau-là. On voit qu'on a vraiment directement notre château qui est là, carrément. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. C'est là où on a les vues, dans le fond. La vue de préparation, puis la vue de slicer. Nous autres, on va retourner dans la vue de préparation, parce qu'on avait notre blanc qui était ici. On voit qu'en cliquant dessus, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut dire que
Paint on Support, là, ça, c'est une option, dans le fond, qu'on va utiliser quand on va vouloir utiliser deux types de support. Comme on veut faire, mettons, le support PLA, PETG, on va y dire que telle partie du support est faite en PETG pour être capable d'avoir une séparation qui va être super bien, ce qu'on va appeler l'interface entre la pièce et le support. C'est ce qu'on va utiliser, on n'ira pas là-dedans, c'est quand même assez complexe pour le moment, on n'ira pas. Par contre, nous, on peut aller dans la palette de couleurs. La palette de couleurs, là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire du painting. Là, c'est vraiment où est-ce qu'on peut peinturer la pièce. On a le bouton de la souris gauche qui va être la première couleur qui est choisie. Puis la deuxième couleur, c'est l'autre. On peut changer une texture. Là, on sait que nous autres, c'est blanc. On pourrait garder du noir à ce niveau-là, puis on pourrait garder du bleu pour notre deuxième couleur. Le tool type, là, ça veut dire que c'est notre type d'outil. Là, on voit que je fais ça ici. Là, c'est comme ma souris que j'ai à ce niveau-là. Fait que là, ça veut dire que c'est directement pas la bonne chose. Là, on va l'enlever. Puis là, on voit que en utilisant le Shift plus le bouton de gauche, je suis capable de faire un enlèvement directement. On peut faire un effacer direct ou je peux faire un CTRL Z, il n'y a pas de problème. Je peux faire un Smart Fill. Là, on voit que c'est des facettes que je peux remplir directement. Ou le Bucket Fill. Bucket Fill, c'est que si on clique sur une affaire, c'est qu'il va essayer de cliquer sur remplir quasiment tout. Comme un peu le pot de peinture dans Paint, c'est la même chose un peu. Ça va ressembler à la même affaire. Nous autres, on va aller souvent utiliser Smart and Fill. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire, moi, mon bleu, j'aimerais ça avoir, mettons, mes murs bleus. Excusez, on va faire ça, mes murs bleus. Je pourrais aller les choisir directement, comme ça. Et voilà. On va ça ici. On va se mettre à côté. Tube. C'est ici. Et voilà. C'est correct. Là, on pourrait garder exactement comme ça tout le temps. J'aimerais avoir mon intérieur de lettrage, exemple, pour aller le faire sortir, justement. Je vais aller choisir mes lettres à l'intérieur. Et voilà. Et voilà. Là, ce que j'ai, c'est que je viens d'utiliser mes couleurs. Je peux recliquer sur Multimatériel Printing. Tout va disparaître, ce qui est tout à fait normal, mais attention, Multimatériel Painting qui est là est actif, c'est-à-dire pour ton objet qui est ici, le château qui est là, il y a du paint qui a été fait dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va le fermer. Là, si on fait ça, là, on va y aller, on va faire Slice. On va voir ce que ça va faire. Là, on sait qu'on a 3 couleurs de changement. On va laisser aller un petit peu. Vous allez voir, c'est un petit peu plus long parce que là, il va créer les Purge Tower, il va créer les changements d'outils qu'on appelle les tool changing. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a créé justement le plateau avec la bonne chose directement à l'intérieur. Là, on voit que on a du bleu, bleu qui est ici au complet. On a du bleu, blanc à l'intérieur, du blanc, noir qui sont ici, avec tous les changements de couleur qui sont là à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. Là, nous, ce qu'on veut, c'est juste démontrer à quel point que on peut changer les couleurs n'importe quand, puis la purge tower va s'ajuster en fonction de la grosseur et va s'ajuster aussi en fonction de l'espace qu'on a ici. Petit conseil, c'est sûr que si vous faites du multimatériel printing, tant qu'à changer le filament, c'est plus avantageux d'en faire 2, parce que tout le waste, vraiment la purge tower, tout ce qui est acheté, la purge tower, vraiment, on va carrément l'enlever du plateau, on va l'acheter. Elle, on peut la garder encore, c'est-à-dire qu'on peut en faire 3 ou 4. Puis ça, c'est comme si on venait de diviser notre matériel qu'on vient de rejeter en 4. Là, c'est qu'est-ce qu'on va garder justement pour avoir de quoi de meilleur, plus conscient que justement qu'on jette du matériel. Puis là, c'est juste pour être plus conscientieux avec ça. On voit Estimate Print Time. Là, on a 5h53 minutes. Là, on est un petit peu plus long que tantôt, sauf que là, on a des changements de couleur. Là, c'est ce qui est cool. On peut voir le nombre de fois que la commande va changer de couleur, va changer le fil pour aller avec les bonnes couleurs selon les bonnes hauteurs. On voit que le Used Filament, c'est 42.62, objet 32, puis là, on voit qu'on a quasiment 10 mètres qui est perdu.
C'est là où on voit que notre 10 mètres qui est perdu, c'est là qu'on peut rentabiliser en imprimant plusieurs morceaux. C'est là où ça va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité au niveau de ça. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est exporter notre G-code directement. Dans notre légende, encore une fois, c'est la même chose. On peut voir exactement toutes les choses avec le feature type. On pourrait tout voir la même chose que tantôt. C'est juste que là, on n'a pas ça. Avec le tool, ce que ça va nous permettre, c'est de voir tous les changements de couleurs qui sont là disponibles. C'est la bonne chose qu'on cherche à voir. Fait que ça, on pourrait y aller exactement comme ça. Mais là, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que, mettons, si vous faites une pièce simple avec juste une couleur, dans les print settings, ben là, ce qu'on a, la différence, c'est qu'on a speed, structural, and .20 puis .15. Fait que là, .20 puis .15, ben là, on va y aller entre les deux paramètres. Là, on peut choisir entre les deux. Speed, ben là, on va aller avec la vitesse, on va accentuer la vitesse. Puis structural, c'est que là, on va vouloir justement que les murs de notre objet soient plus épais, notre infill soit plus épais. Fait que là, on va avoir une pièce qui va être plus structurelle, mécaniquement plus solide. Fait que là, c'est exactement ce qu'on recherche dans certains cas. Dans le cas qui est là, on peut y aller en .20 speed parce que tout ce qu'on veut, c'est juste un objet. On peut aller du .15 ou du .20. Le .15, ben là, va être surtout pour des petits détails. Dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas du tout. Fait que ça, c'est ce qu'on pourrait faire. On va exporter. Là, la différence, c'est que dans notre nom, on va avoir la même chose. Notre buse, notre grandeur de buse qu'on a. On va avoir notre hauteur de couche comme d'habitude. Là, on va avoir PLA, PLA, PLA. Donc là, on a 3 PLA. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'on a besoin de 3 couleurs différentes. Puis on va le voir on peut le voir dans la vidéo juste avec votre formation par rapport à la marquette, puisque vous pouvez avoir justement différents mappings de filaments. C'est-à-dire qu'on peut changer les filaments selon les couleurs que vous avez faites si vous n'avez pas mis le bon chiffre à la bonne place. On voit que c'est la marquette qui est ici, avec input shaping bien entendu, le MMI 3.0, ce qui est super bon. Puis on a 5h53 minutes qui est notre temps encore une fois. Fait que là, ce qu'on voit, c'est exactement ça directement. Fait que là, si on a besoin de plus, c'est pas plus compliqué, on reste avec ça ici. On va supprimer le tout, complètement. On va revenir en arrière, on va aller rechercher le Charles. Puis là, ce qu'on va voir, c'est la différence, c'est là où on va voir la fusion. La fusion. Là, elle va être différente. Là, on voit qu'on a le F3 Edge.4, .6, .8. Nous, on a juste les paramètres qu'on a. Vous ne pourrez pas avoir accès justement à ces affaires-là. Il y a juste au lab qui vous avez accès à ça, à moins de le demander justement pour avoir ça. Ça, c'est votre choix à ce niveau-là. Si vous le souhaitez l'avoir, on peut vous l'envoyer sans problème. .4, .6, .8, c'est les diamètres de buse. Fait que toujours vérifier avec le responsable justement savoir quelle buse a été installée dans la machine. Normalement, elle est écrite sur la machine. Là, pour le moment, F3 Edge.4 qui est fait. On va discard, bien entendu, discard tout. Et là, on voit que le plateau a drastiquement changé en termes de taille. C'est normal parce que la fusion est beaucoup plus grosse que toutes les autres. Donc, on pourrait en placer beaucoup plus à ce niveau-là pour les faire. Donc là, on va le placer là. On n'a pas besoin. C'est pas plus grave que ça. On va F3 Edge.4. C'est parfait. Support everywhere. On n'aura pas le choix. Lui, on ne le changera pas. Elle n'aime pas les supports organiques. Fait qu'on va y aller avec du support standard. Là, nous autres, on va dire que le bridge va être correct. Pour les ponts qui sont là. On va y aller avec le build plate only, 15%. Brim, on n'a pas besoin d'une grande surface. Puis là, ce qui va être important, très important, le reste reste tout pareil pour tout le reste, mais on aura beaucoup moins de choix de ce qu'on peut faire. On va aller à point 4 standard, Find Fast Draft. Donc là, ce que ça fait, c'est les presets, les print settings. Ça, ces affaires-là, c'est ce qui va nous déterminer quel matériel qu'on peut choisir ou pas. Parce que la machine, si on va en fast, ça ne veut pas nécessairement dire que le PLA est là. Ça ne veut pas nécessairement dire que le PETG est là non plus. Ça ne veut pas dire que le BSC est là non plus. Ça va dépendre de quel matériel qu'on veut imprimer, qui va nous limiter en termes de vitesse. Un bon point de référence, c'est qu'on va commencer à point 4 standard. On va changer tout ça. Point 4 standard, ça va nous permettre d'avoir tous les settings en bleu qui sont ici de l'imprimante de la machine, c'est-à-dire les settings de base qu'on doit utiliser absolument pour l'impression. Là, on peut voir notre matériel s'il est là. Notre matériel est là. C'est exemple, on prend PLA ici, point 4 standard. Là, je peux le mettre, mettons, à fast. Là, on peut voir, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. PLA, draft fast. Fine, est-ce que je peux l'avoir?
PLA, je peux l'avoir aussi. Mais on voit que, tu sais, il y a différents matériels qui peuvent être utilisés en fine, d'autres non, d'autres en standard seulement. C'est là que c'est important de l'avoir. Nous, on va utiliser tout ce qui est en standard. On va le laisser le plus standard possible. C'est là que vous allez avoir le meilleur taux de réussite dans l'imprimante. On va surtout s'intéresser à cette imprimante-là pour avoir la plus grande surface de plateau et en plus aussi avec des matériaux qui sont très spéciaux. Vous pouvez faire du PETG, du polycarbonate avec des PBT à l'intérieur. On peut faire du Nylonix, c'est-à-dire du nylon avec de l'infusé de fibre de carbone. On peut faire justement plein de choses là-dedans. On voit qu'on a tout là-dedans. Nous, on va y aller avec le PLA 0.4 standard. Là, ce qu'on va voir, ça, c'est ce qui est très important. On voit que le brim est activé automatique, le 30% est activé automatique, puis le support build plate, bien là, ça, c'est nous qui l'avons choisi. Mais on va le laisser directement comme ça, puis c'est super. F3 Edge, parfait. 0.4, on va le garder avec ça. Print Setting, Edge, super. Print Setting, standard, notre filament, on y va à standard encore une fois, on a les bons presets pour ça, puis on a notre PLA qui est au départ. Donc on voit qu'il y a une corrélation, c'est que les trois doivent coordonner ensemble pour s'assurer d'avoir le bon paramètre d'impression à ce niveau-là. Donc c'est fait. Et on peut slicer justement, c'est là où on va générer notre code. Lui, on va l'exporter directement dans une clé USB pour l'imprimante. On voit que c'est 4h23 minutes, c'est un petit peu plus rapide que la Mark 3S. Mais pas aussi rapide que les input shaping à Star, parce qu'elle n'a pas input shaping à l'intérieur. Fait que ça va être vraiment pour la Fusion 3. Quand on vient changer notre buse, pour nous demander, on peut changer la buse avec vous. On peut vous montrer qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe avec ça aussi. Vous allez pouvoir justement augmenter les volumes d'impression aussi. Parce que quand on va augmenter le volume, on peut augmenter notre taille aussi. La buse le permet sans problème. C'est ce qu'on permet des fois d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'on est capable de faire flower beaucoup plus de filaments à l'intérieur de cette machine-là. C'est un extrudeur très puissant, fait qu'on ne jouera pas avec ça non plus à ce niveau-là. Mais c'est les principes généraux de base. Quand on garde tout le temps ça de base, normalement on touche à rien d'autre. Même pas les supports, même pas rien. On reste vraiment avec les settings qu'il y a directement ici. Puis on touche à rien d'autre. Fait que ça, je pense, c'est ce qui va compléter pas mal notre formation sur Prusa Slicer pour la Prusa MK3S, la Prusa Mark IV avec le MMU 3.0 et ainsi que notre Fusion 3 Edge qu'on a à l'intérieur du lab à ce niveau-là. S'il y a d'autres machines qui se rajoutent, on va pouvoir les rajouter dans une formation qui va être précise par rapport à celle-ci. Mais sinon, on va garder avec la généralité que Prusa Slicer va être le go-to pour toutes nos machines à ce niveau-là. Sur ce, merci. Donc, on va regarder au niveau de la Fusion 3 Edge pour pouvoir la démarrer, pour pouvoir se setuper. Justement pour être capable d'entrer notre bobine à l'intérieur, préchauffer notre matériel, préchauffer notre plateau aussi à ce qui a trait aussi au niveau de la préparation du plateau, même pas juste le chauffage, mais pour vraiment bien s'y préparer. Ensuite, on va voir un petit peu au niveau de l'interface, comment interagir avec celle-ci, puis aussi de vérifier que notre impression soit bel et bien partie pour cette machine-là. Il faut faire attention que cette machine-là est de calibre experte au niveau du lab. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, pas que vous n'êtes pas capable de l'opérer, loin de là, s'il arrive quelque chose, il est possible que vous ayez de la difficulté à comprendre pourquoi elle a fait ça. C'est pourquoi justement qu'elle est classée experte, capable de prendre beaucoup de matériel. On se rappelle encore une fois que nous, cette machine-là est vraiment dédiée, elle est fabriquée, conçue pour imprimer de l'ABS tout le temps. Elle a son propre système de filtration exprès pour ça. C'est sûr que si on imprime du PLA avec, il y a certains types de PLA qui vont être un petit peu plus piqués, on va dire, pour aller la chercher. Elle ne devra peut-être pas nécessairement vouloir la prendre. Mais notre PLA fonctionne très bien, mais il peut arriver parfois qu'il y ait des difficultés au niveau de démarrage de l'impression. Un coup qu'elle est partie, tout va bien. On se rappelle aussi qu'il y a certaines choses au niveau des difficultés, au niveau des matériels qui sont très complexes aussi à avoir. C'est-à-dire qu'il y a des matériels, en fond, qui ne sont pas capables d'imprimer avec elles. Les objets vont faire en sorte aussi qu'ils vont affecter énormément si l'impression va réussir ou non. On se rappelle que cette machine-là, ici, c'est une imprimante non direct drive, mais on a de Bowden Tube qu'on appelle. Donc, Bowden Tube, c'est ce qu'on va appeler un extrudeur qui va être à part de l'extrudeur. Dans le fond, c'est un autre type d'imprimante, un autre type de cœur au niveau de l'imprimante.
C'est ce qui va être un petit peu différent. Il faut bien comprendre la différence entre les deux pour bien comprendre ce qui se passe. De plus, il ne faut pas prendre en considération que ce qu'il y a au niveau de la buse sur cette machine-là, c'est une buse qui est toute en métal au complet, un all metal item. Il faut prendre en considération que ce métal-là, c'est du tube chirurgical. En réalité, c'est du titane. Donc, ça n'aura pas les mêmes propriétés que du stainless ou bien de l'acier durci, exemple, pour les autres, ou mettons un nozzle qui va être en brasse, comme toutes les imprimantes 3D les plus génériques qu'on trouve. Donc, c'est vraiment à faire attention en considération que cette machine-là va être un petit peu plus chaude à l'opération que normal. Lorsqu'on va monter les vitesses, elle va être encore beaucoup plus chaude que si on montrait. Il n'y aura pas un step qui va être linéaire, mais qui va avoir une certaine exponentialité pour chercher cette température-là. Même chose pour le plateau, vu que c'est un plateau en verre. On peut mettre un plateau qui va être en PEI, qui va être directement à côté de la machine tout le temps en passant. Ce plateau-là aussi est quand même assez dur au niveau de l'adhérence. Il faut toujours prendre en considération qu'on va lui faire sa mise à niveau de plateau pour être capable de bien comprendre que si c'est un plateau de verre ou un plateau de PEI qui est dessus. Le verre va vous apporter vraiment des particularités très spéciales. On va appeler ça un fini comme vraiment vitrifié, qui est super beau, super lisse. Par contre, c'est pas nécessairement ce que vous voulez. On peut aller avec un fini qui va être un petit peu plus texturé, comme avec l'autre plateau qu'on a. Prendre en considération que certains plateaux requièrent du type d'adhérence, vraiment un adhérent qui va être supérieur. Surtout quand on parle, mettons, de vitre, là on va appliquer une colle qui va être dessus. Souvent on va appliquer justement soit du fixatif léger, du spray net, ou on va appliquer de la colle en bâton qu'on a justement ici pour ça, pour cette machine-là. Tout dépendant encore une fois du type de matériel que vous allez choisir d'imprimer avec elle, c'est quand même assez important de bien prendre en considération tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'imprimante. Elle prend environ 3 à 4 minutes en démarrage, donc on va faire une petite pause, on va revenir jusqu'à temps qu'elle soit bootée au complet. Ensuite de ça, on va voir un peu au niveau de l'interface avant de partir une impression, comment charger notre matériel, comment préparer notre plateau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour l'allumer, vous allez voir que juste à côté de la clé USB qui est en dessous, vous allez voir qu'un bouton. On va juste le mettre à on, puis là, à ce moment-ci, on va attendre, on va la laisser booter. On va se revenir dans quelques minutes à ce niveau-là. Donc, on est prêt à justement regarder la machine est bootée, on va y aller directement. On va regarder un petit peu l'interface, qu'est-ce qui se passe aux alentours. On voit que ce qui est en haut, justement ici, on voit le statut qui est au niveau idle. Ça va juste nous dire que la machine est en attente, justement, qu'est-ce qu'on va y faire. On voit aussi qu'on a le démarrage de l'impression qui est ici. Il faut faire attention, par contre, cette interface-là est juste en anglais. On n'aura pas la possibilité de la mettre en français. Donc, prendre en considération que si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous pouvez nous le demander, ça va nous faire plaisir de vous répondre ou vous indiquer qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Donc, on a vraiment le Start Print qui est ici. C'est là où on va commencer à aller chercher notre matériel, pas notre matériel, mais notre impression directement dedans. On va voir qu'on a notre power blower. Power blower, on n'y touchera pas vraiment. C'est juste pour indiquer à laquelle vitesse la machine va tourner son ventilateur au niveau de la tête. On a load filament et unload filament. Là, nous, on peut voir, on ne pourra peut-être pas voir dans l'écran, mais juste au-dessus dans la cabine, il n'y a pas de bobine à l'intérieur. On a fait exprès parce qu'on veut enlever, on veut loader notre filament à l'intérieur de la machine. Donc, nous, on va pouvoir le faire et on va devoir cliquer sur le bouton qui est là, load filament, pour pouvoir le faire. Unload filament, c'est un peu la même chose, mais ça va être dans l'inverse. Donc, ça va vraiment être l'inverse de ce qu'on va faire pour le loader, mais c'est quand même très simple aussi à ce niveau-là. Si on va vers le bas ici, on va voir qu'on a le file, le print time et le remaining. Ce qui veut dire que le file, c'est que le fichier qu'on a sélectionné dans notre clé USB qui est un petit peu plus bas. Print time, ça va être vraiment le print qui est en cours, vraiment qu'est-ce qu'il y a de fait accompli pour le moment. Et le remaining, c'est qu'est-ce qui reste à accomplir pour la machine. On va voir qu'au niveau de ça ici, il va y avoir une barre de progression verte qui va s'afficher en pourcentage, plus tard aussi dans l'impression. On va aller vers le côté justement droit ici. On va avoir le print head, le bed et le chamber. Print head, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment la température de la buse. Bed, ben là, on comprend bien que c'est quand même le plateau qui est là. C'est la température du plateau à ce niveau-là. Puis la température de la chambre à l'actuelle à laquelle qui est là. En cliquant sur chacun des objets, si on clique sur, mettons, print head, ce qui va nous apparaître, c'est on peut setter notre température directement manuellement de notre print head.
Il y a déjà des presets établis. Nous, on ne touchera pas pour ça, on n'a pas besoin pour y aller. On va canceller cette partie-là ici. Bed, ça va être la même chose, là, on va pouvoir le faire. Ce que vous pouvez faire, quand vous arrivez sur cette machine-là, vous pouvez directement lui demander, quand vous savez quel matériel que vous faites et que vous savez directement le preset fait. Ça, c'est d'où quand je parlais dans le niveau expert. Normalement, vous savez à peu près cette machine-là à laquelle la température va devoir demander pour le plateau, exemple. L'ABS, elle va arriver à 120 degrés ou à 110 degrés ou à 115 degrés. C'est un des trois. On peut dire qu'on va setter le target à 115 degrés, comme ça on va être proche de notre température qu'on cherche à avoir. Pour ce qui est justement du PLA, généralement on va tourner autour de 45 à 60 degrés. Normalement on va aller à 45. Nous, dans notre cas, je sais que j'ai mis un programme, il me semble bien que c'est 45 degrés. Donc on peut cliquer directement sur 45 degrés, puis on peut, et voilà, c'est parti. Puis on la voit, elle va flasher un petit peu en orange, puis là, elle va nous parler. Je vais vous parler un petit peu des objets qui sont dans l'écran, qu'est-ce qui vous indique c'est quoi. Dans la chambre qui est ici, si on clique sur la chambre, là on a sélectionné un sensor. On a la chambre, on a la température du fil, où ce qu'il y a le fil qui est à côté, que l'on peut voir à 22. Mais dans la petite partie où il y a le fil, aussi on est capable de savoir l'humidité aussi dans cette partie-là, qui est important dans certains types de matériel, qui est vraiment super le fun. Il faut se rappeler qu'ici, c'est une place où ça chauffe et ça déshumidifie cet environnement-là. Il est vraiment à part et dédié pour ça. Si on retourne à l'écran justement tranquillement, on voit que le pourcentage d'humidité, si on clique dessus, est à 45 %. Donc là, 45 %, ben là, on sait que l'humidité doit être beaucoup plus basse pour que justement certains types de matériel soient acceptés. On pourrait laisser ça tourner pendant un bon petit moment, puis là, ben, c'est sûr qu'on aurait un pourcentage beaucoup plus bas. On va le laisser en température de chambre pour le moment. Il faut se rappeler que la température de chambre, c'est un cooling, pas un cooling, mais un heating passif. C'est-à-dire que c'est vraiment le plateau qui va faire en sorte que l'environnement va être chauffé. Quand le plateau monte jusqu'à 140 degrés Celsius, on peut observer justement des 70 degrés Celsius dans la chambre en continu, en maintien. Faire attention, il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, c'est surtout ce qu'on va appeler des hotspots. On va avoir une température d'air qui va être quand même relativement chaude, mais ça se peut qu'à des places, ça soit plus chaud, d'autres moins chaud. Il faut faire attention à certains types de matériel, justement, qui sont plus sensibles à ces matériaux. Donc, Printhead, vous allez avoir un petit point qui est là, exclamation qui est là. Un petit point d'information en fait. Ce petit point d'information-là, si on clique dessus, ce que ça va nous apporter, ça va être les détails des gauges. Vraiment, toutes les jauges qu'on a à ce niveau-là. Bien, les jauges qui sont là, bien, ça nous dit exactement c'est quoi. Notre température qu'on a setée, où ce qui est rendu, notre maximum, notre minimum, aussi où ce qu'on a mis notre set point, où ce qu'on veut qu'elle soit, la température actuelle, la température désirée, puis on voit la barre de progression aussi à ce niveau. Donc ça, c'est vraiment de l'information. Si vous ne savez pas où, vous pouvez la cliquer directement sur le petit info sur Printhead, comme ça vous savez exactement ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'autre filament, mais avant ça, on va charger notre matériel dans notre baie. Donc là, on va se positionner, puis on va vous montrer comment faire pour venir le charger. Puis on va venir cliquer sur l'autre filament, on va laisser la machine le faire tout seul par elle-même à ce niveau-là, en attendant que le plateau chauffe aussi, pour se donner un petit peu plus de temps. Donc, on va prendre notre bobine puis on va la préparer pour la mettre dans la machine. Ce qui va être important, c'est de prendre les petits ciseaux qui sont à côté. Ils sont directement à côté de la machine, on va pouvoir les prendre. On prend notre filament, justement, on va la sortir de la bobine, il est tout le temps mis à la bonne place. On va toujours faire attention aussi pour la remettre à la bonne place pour pas que les filaments s'entremêlent ensemble. C'est très, très, très important parce que sinon, ça peut créer des blocages au niveau de la machine ou carrément un bloc. Puis que la machine peut continuer, même si la bobine, il en reste encore. Puis on vient perdre notre impression, donc on fait attention toujours pour à ne pas faire entremêler le matériel. Donc moi j'ai pris un petit peu le matériel qui est ici. Là ça va être important de justement prendre le dit matériel, prendre le couteau et de le couper au 45 degrés qui est là à ce niveau-là. Là, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais on devrait avoir, on va le couper au 45 et on le coupe. Comme ça on s'assure qu'on a une petite pointe assez pointue pour pouvoir le rentrer dans la machine puis ça l'aide. On va se repositionner puis on va pouvoir vous montrer directement. On va déposer le rouleau qui est juste ici, comme ça. On va le déposer sur les deux rouleaux. On peut le laisser aller un petit peu. On peut aller déposer notre matériel plus haut. On va se replacer et on va pouvoir voir un petit peu mieux comment
on va le rentrer dans la machine pour ensuite peser sur l'autre filament sur l'interface. Donc, on est arrivé justement au niveau de ça. Donc là, ce qui va être indiqué ici, justement, sur cette partie-là, ça va être marqué Pull both tabs evenly. Donc là, on va s'assurer que justement, on va le relever pour avoir un petit chariot. Ça, c'est juste un petit levier qui reste là. On va pouvoir rentrer notre matériel justement à l'intérieur. On va se préparer, on va le regarder. Je vais juste m'en prendre un petit peu. Je l'avais sorti un petit peu plus que prévu pour être sûr. Là, ce qu'on va voir, ça va être important de justement venir le rentrer, faire attention justement avec la petite mousse qui est là pour rentrer dans la mousse, mais rentrer sur la mousse. On va rentrer à l'intérieur et on va le rentrer dans la petite partie blanche qui est là, dans son petit trou. On va pousser jusqu'à temps que ça bloque. Là, ce qu'on va faire, là, on va juste pousser avec la chose orange, vraiment notre petit poignet orange, on voit qu'il bouge. Ça veut dire qu'il est en train de prendre notre matériel à l'intérieur. Ben là, ça va être important de justement de vérifier que tout est bon à ce niveau-là. Là, on voit que là, il prend, mais là, je suis juste pas du bon côté. Je vais juste vérifier pourquoi. Je vais juste reprendre mon chose, ce qui pourrait arriver aussi à vous sans problème. Donc, on s'assure qu'on a la bonne chose. On va sortir à ce niveau-là. On va tirer la petite table qui est ici vers le haut. Comme ça, on va pouvoir débarrer ça ici. Puis on va pouvoir regarder s'il n'y a pas quelque chose qui rentre en contact avec ça, avec notre morceau, ce qui pourrait causer justement un bruit. Ça tombe bien que ça allait arriver, ça aurait pu arriver. On peut réouvrir, puis on va pouvoir le passer manuellement à l'intérieur, puis on va pouvoir vérifier qu'il n'y a rien qui bloque partout. Là, on peut descendre ça, on s'assure que c'est bien clipsé comme il faut, vraiment là, que ce soit aux bonnes places, que nos tables soient clipsées. Là, on va passer notre fil qui est là à l'intérieur, puis on va s'assurer que... Oh, là, on voit que c'était pour ça qu'il ne voulait pas, il essayait de monter vers le haut ici. Donc là, on va le pousser à l'intérieur, en même temps de le rentrer, puis on va s'assurer qu'il va rentrer à la bonne place. Et là, il est passé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est refermer le tout, se replacer, comme ça. Là, ça va être important de prendre le fil puis de regarder tout au long de notre tube de téflon qui est ici, de le rentrer. On va voir qu'il va apparaître tranquillement. Ça apparaît pas beaucoup sur la caméra, mais vous allez voir que il est bel et bien là. Donc là, il est rendu jusqu'ici. Je sais pas si on le voit, là, j'essaie de le bouger pour qu'on le voit bien, mais il est rentré. Donc là, ça va être important de garder à peu près 1,5 pouce à 3 pouces. Fait que mettons, on va dire 50 mm là, pour être sûr d'être à la bonne place. Fait que comme ça, on va être sûr de le laisser comme ça, puis que ça soit bien rentré comme il se doit sur la partie du téflon. Un coup que tout est fait, on s'assure que tout est à la bonne place, qu'on ne bouge rien. Là, ce qu'on va cliquer, ça va être l'autre filament. Fait que là, on va pouvoir revenir à la position initiale, puis on va voir exactement qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. On peut, ensuite de ça, remontrer dans le fond la partie qui est ici. On peut justement descendre notre couvert qui est ici. Comme ça, on va pouvoir y aller. Puis on va cliquer sur l'autre filament qui est là, justement, sur notre écran. Là, ce que ça va faire, c'est qu'on va attendre la machine qui va changer. Le petit icône est changé pour warming, justement, à ce niveau-là. Fait que là, la buse va réchauffer. Elle est demandée jusqu'à 250 degrés Celsius, donc elle va monter en température. Et ensuite de ça, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va purger un long moment aussi à ce niveau-là. Fait qu'on va ouvrir la porte. Et on va regarder à l'intérieur, justement, notre buse qui est ici, qui est déjà préalablement placée. On va voir ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser notre matériel à l'interne, directement jusque dans la buse. Puis ensuite de ça, ça va être fait à ce qu'elle purge tout autre filament. Vous allez voir, ça purge pendant un bon moment. C'est tout à fait normal, étant donné que il peut y avoir d'autres matériaux à l'intérieur, donc c'est important d'avoir vraiment le bon matériau à l'intérieur, puis qu'il n'y ait pas de blocage dû aux températures, au changement de température. Donc, on va la laisser faire à ce niveau-là. Notre extrudeur, en fait, a pris le matériel et là, l'envoie rapidement dans la buse. Mais là, vu qu'il l'envoie rapidement dans la buse, il va arriver à un certain point où il sait la distance, puis là, il va ralentir. Puis là, ben, il va rentrer tranquillement, puis là, ben, il va extruder, puis c'est là qu'on va voir juste ça. On va voir qu'est-ce que ça fait l'extrusion. On va voir le petit changement de couleur qui va se faire. Ensuite de ça, on va le laisser faire pendant un petit bout. On va arrêter la vidéo juste pour vous montrer, laisser le temps à la machine qu'elle fasse sa propre extrusion. Puis on va pouvoir voir par la suite la prochaine étape. On devrait arriver dans pas très long. On le voit arriver, là, ça va être... Et voilà, on peut voir la couleur.
est ici est blanche. Nous, on a une couleur grise à l'intérieur, mais on voit que le changement de couleur s'est fait. Là, on va la laisser faire, elle va faire un bon rond, puis on va juste le prendre, puis on va le mettre dans le recyclage attitré à ça, à cette partie-là. Ça se peut qu'elle tombe à terre, ou ça se peut qu'elle tombe sur le plateau, tout dépendant de ce qu'on l'a mis, la buse, où est-ce qu'elle est procédée chez nous. On va la laisser aller. Donc, on peut voir que l'autre filament est complété, qu'on peut fermer justement la petite boîte de dialogue, puis on a vraiment notre matériel qui est tombé. On a vu là, tantôt, comme on disait, qu'il y en a beaucoup. Ça va être important de regarder ce matériel-là avant de partir notre impression. C'est pas comme les autres machines à laquelle ils vont le prendre directement. Nous, ce qu'on peut faire, c'est prendre directement le fil et le tenir dans notre main pendant un petit bout. Et de vérifier qu'il n'y ait pas de petites bulles à l'intérieur, vraiment de petits accros qui pourraient arriver. Normalement, ça devrait être quand même assez lisse. Là, on parle à peu près 95% du fil que vous touchez devrait être lisse, qu'il n'y aurait pas de petites apparités ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'on a un bon fil qui est encore de super bonne qualité. Il n'y a pas d'humidité à l'intérieur parce qu'il y a des matériaux qui vont gonfler ou qui vont exploser dû à l'humidité contenue dans le fil. Donc cette partie de filament-là est assez importante pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec la machine à ce niveau-là. Avec votre filament, en fait, pas avec la machine. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le mettre de côté en attendant. Et voilà. On va le mettre au recyclage par la suite après. Donc là, ce qui va être important, ça va être de préparer notre bed qui est ici. On se rappelle au préalable qu'on le fait chauffer à 45 degrés. Moi, je sais où est-ce que je veux placer mon objet. Donc là, ça se peut que mon bed ne soit pas préparé. Ça se peut que là, on voit que j'ai une vitre qui est là. Que là, ma vitre là, est sale encore. Là, ça se peut que moi, est-ce que c'est correct? Ben non. Il faudrait théoriquement la changer. Mais là, je l'ai monté à 45, ce qui n'est pas grave. Mais il faut faire attention que faites exprès pour faire cette erreur-là, pour dire que si votre plateau est à 140 degrés Celsius, ça ne vous tentera pas de changer la vitre qui est dessus à 140 degrés Celsius. Donc, il faut y penser avant. Là, c'est 45 degrés. Faites exprès pour le faire à basse température pour être capable de dire que je vais pouvoir changer mon plateau. On peut enlever ces belles petites barres-là. On va se rapprocher pour voir comment j'enlève cette petite barre-là. Ça va être le même principe. Moi, je vais la mettre sur le dessus, celle-là en attendant. On voit qu'on a une petite clé qui est sur le côté. On va juste tirer sur la clé pour dégager notre plateau directement. Et on va être capable de l'enlever. Quand on enlève celle-ci, et voilà, on est capable d'enlever la petite barre qu'on peut mettre sur le dessus. On va pouvoir glisser la plaque. Faire attention, ça va rentrer dans le coin ici, justement qui est là. Donc on va juste la surélever, juste pour la passer par-dessus. Faire attention de ne pas la cogner, c'est quand même du verre. Là, bon, on voit que notre plateau est vraiment sale, puis il y a quelque chose qui est allé dessus à ce niveau-là. Ça, c'est important qu'on va la laisser comme ça. On va pouvoir la mettre de côté. Nous, on va pouvoir la nettoyer à ce niveau-là. On ne demandera pas nécessairement de la nettoyer. Et pourquoi? Parce qu'on en a d'autres qui sont déjà propres que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on va le voir ici, qui va être juste en haut là. Ça, ici, ça va être nos plateaux qui sont déjà prêts. Vous allez voir que ça, il y en a déjà un. Lui est extrêmement sale, c'est-à-dire qu'il a été mal nettoyé. Que ça tombe bien, on en a d'autres, on va pouvoir en prendre. Nous autres, on va pouvoir les nettoyer à ce niveau-là. On en a plusieurs extraits pour ça. Alors, on va recommencer, on va aller voir le prochain plateau. Ici. Donc là, la vitre est pas mal plus belle à ce niveau-là. On voit que là, il n'y a rien dessus. Donc on va pouvoir la glisser dessus. Il faut faire attention que lorsqu'on met cette vitre-là à l'intérieur, cette vitre-là doit être exempte de traces de gras. Très important. C'est primordial pour la réussite de votre impression. Si vous mettez de la colle, c'est pas grave. Le matériau va tirer sur la colle. La colle va se détacher de notre plaque de verre, donc c'est automatiquement sûr que votre impression va être un fail. Donc, ça va être important quand on va remettre le plateau, les petites baguettes de métal, d'avoir le bon sens. On se rappelle la petite notch qui est ici, va être sur le bas, qui est là ici, au niveau de nos petits bearings linéaires qui sont là. Donc là, on va mettre vers le bas, puis la partie pleine va être sur le dessus. Là, ça va être important de faire attention de ne pas mettre des traces de doigts sur notre plateau pour éviter les traces de gras. On va faire la même chose avec l'autre.
Et voilà. Fait que là, on a un plateau tout propre, tout prêt à l'emploi. On se rappelle que là, ça va être important de placer notre colle directement à la place où ce qu'on va imprimer. Il faut toujours vérifier avec la liste certifiée des matériels justement qu'on a sur le site pour savoir combien de couches de colle vous allez devoir utiliser dépendamment de votre matériel, sur quelle surface que vous allez devoir l'utiliser aussi, ça va être très important, et quel type de colle que vous allez utiliser sur certains types de surfaces. Dans ce cas-là, ici, on va utiliser la colle en bâton tout à fait standard qu'on va prendre pour pouvoir venir coller puis mettre une petite tache directement dessus. Donc, on va juste la prendre qui est ici. Ça va être carrément à côté au niveau des outils. La petite colle en bâton, vous allez garder aussi le petit tournevis pas très loin. Très important pour d'autres choses plus tard. La petite colle, ben là, on va se préparer. On est supposé savoir exactement où est-ce que notre impression va aller. Donc, nous, on y va. Là, bon, on va y aller en plein milieu. Puis, on va la faire coller directement. On va en mettre partout égal. Et voilà. Comme ça, on est sûr qu'il y en a partout. Là, on va repasser une couple de fois, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange pas, de la colle, on en a en masse. C'est pas plus grave que ça, on va en mettre un peu partout. Vous devriez avoir des petites taches blanches qui sont sur le dessus. C'est pas un film blanc, mais ça va être des petites taches blanches de temps en temps. Ça veut juste dire qu'on est à la bonne place, ça veut dire qu'il y en a assez pour coller justement notre impression sur notre plaquette. Donc là, on est rendu justement à préparer notre fichier. On a préparé notre fichier sur le Prusa Slicer qu'on a déjà vu. Et là, ça va être important de le choisir, le fichier. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le Start Print qui est ici. Puis on va le choisir directement en cliquant sur Start Print. Il va nous envoyer Printer SD ici. Puis si on clique dessus, USB Mounted. C'est-à-dire que la prise USB qu'on a ici est assemblée. Fait que là, on en a déjà, si on peut descendre plus bas, on voit qu'on a déjà plusieurs pièces qui ont été imprimées au préalable. Fait que ça va être important de choisir quelque chose qui a été imprimé en PLA. Donc là, on peut essayer de voir justement qu'est-ce qui a été imprimé, qu'est-ce qui n'a pas été imprimé en PLA. Donc là, on peut voir que justement, lui a l'air d'avoir été imprimé en PLA, on peut le voir. Type Planter.G-code, non, on va être sûr. Est-ce qu'on veut y aller? Plaque Randy non plus. Bon, lequel est le bon? Donc ça, c'est important de bien choisir votre nom de projet. Et moi, je sais que celui-ci, c'est en PLA. Startpipe Blanket.G-code. Est-ce que vous voulez le starter? Bien oui, en fait. Et là, elle va tomber en Pre-Heat. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se homer, elle va le repartir à zéro, elle va se mettre à son point zéro. Elle va préparer le bed chauffant, elle va préparer tout ça. On voit qu'elle va tomber en Pro B directement. Là, on va la laisser aller, on va la voir un petit peu. Puis on va regarder qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir se prober. Là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prober le nozzle en premier. Elle va vraiment vérifier est-ce que le nozzle, vous l'avez changé ou pas. Normalement, c'est nous qui va le changer, vous n'allez pas y toucher, vous allez voir sur la machine qui est juste en haut que la buse qui est installée dessus. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chauffer la buse, elle va purger un petit peu de matériel pour s'assurer de nettoyer le bout de la buse avant de prober sa buse pour être sûr qu'elle est à la bonne hauteur et qu'elle est exempte de tout copeau, toute chose qui pourrait s'y trouver dessus. Puis là, on va la laisser monter et on va pouvoir faire. Le petit tournevis, il est là, pas pour rien, c'est exactement pour ça qu'on le fait. C'est pour enlever le petit jet qu'il fait. Ça se peut que des fois, il n'est pas capable de l'enlever tout seul, fait qu'il faut juste l'assister pour être sûr qu'elle soit capable. On va laisser aller. Il reste une couple de degrés avant d'atteindre le 265 degrés Celsius qu'elle demande pour celui-là. Et voilà, à 260, le 265. On va voir ce qu'elle va faire. Lui, il va descendre. Et elle va purger. Fait que là, ça va être important de bien tasser notre matériel pour l'avoir dans nos mains. Vous allez voir ce qu'il va essayer de faire. Ça se peut que ça ne fonctionne pas très bien. C'est pour ça le tournevis. Donc là, on peut enlever ensuite de ça la petite partie, puis on va la récupérer avec le restant. On va voir ce qu'elle va faire. Si tout se passe bien, elle devrait le faire en quelques secondes. Ensuite de ça, elle va prober tout le plateau, puis ensuite de ça, l'impression devrait partir sur la. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a
Nous, on a vu le petit message qui est arrivé. Le probing a échoué. Il le refait pour essayer de voir si tout est bon. Il le recrée, tout est bon à ce niveau-là. Et là, il nous indique qu'il va créer le bed map. Vraiment, le plateau, il va vérifier que tout est droit. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prober 16 fois à différents endroits. C'est quand même long à cette partie-là. Il ne faut pas être pressé pour démarrer la machine. Quand on la part, normalement, c'est des longs primes de très longue durée. Puis super fiable pour ça. C'est vraiment super à ce moment-là. Ce qui va m'emmener, en attendant qu'elle fasse ça, on va juste regarder les lumières qui ont sur le dessus, qui est là. Sur la machine qui est là, on voit qu'il y a une lumière qui est tout le temps sur la machine, qui fait qu'elle est verte, ce qui veut dire qu'il est en cours. La machine est en cours, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tout fonctionne à ce niveau-là. Si vous la voyez est orange, ça veut dire que vous avez une intervention qui est requise sur la machine. C'est-à-dire que peut-être que le filament est jammé, peut-être qu'il y a eu une perte de courant, peut-être que si, peut-être qu'il y a plein de choses qui pourraient arriver, donc elle va afficher orange. S'il arrive une catastrophe, vraiment, un impact, que les dents ont sauté une coche sur les straps, l'encodeur a quelque chose, vraiment quelque chose de grave, la lumière va être affichée en rouge, là, ça va être extrêmement important de venir nous voir pour vraiment qu'on visualise qu'est-ce qui arrive, pour qu'il y ait de bris supplémentaires au niveau de la machine, si bris il y a, bien entendu. Normalement, ça devrait bien se faire aussi à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser faire. On va prendre une petite pause au niveau de la caméra parce qu'il reste un petit moment encore. Et on va revoir au niveau de la démarrage de la machine. Donc, on est prêt. C'est-à-dire que là, la machine va monter à sa température de base pour chauffer, pour vraiment partir son impression. Donc là, on voit qu'elle est à 235 degrés Celsius. C'est la bonne température pour elle. Faut faire attention parce que comme on disait dans le fond, c'est pas 235 degrés Celsius qu'on va mettre partout sur toutes les machines. Normalement c'est 215, mais cette machine-là va marcher 10, 15, 20 degrés plus haut que toute la normale. C'est tout à fait normal que vous voyez cette température-là. Vous allez voir qu'un coup qu'elle atteint sa température, la tête va bouger, elle va faire une première ligne qui est là, comme pour s'essuyer. Ça va être important de vraiment valider tout le tour de la machine, vraiment de l'impression pour s'assurer qu'il y a la couche parfaite. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va la laisser aller. Ça va être important de bel et bien la checker comme il faut. Puis là, on voit que ma couche, elle va être super belle. Mais si elle n'est pas belle, on va aller voir sur l'écran qui est ici. Puis bien là, on est capable de voir closer ou further. Ça veut dire que c'est le Z baby stepping. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on touche le plus proche ou le plus loin, notre dimension va monter de 0.05 mm. Donc là, on va voir que ça va s'approcher ou se réduire. Ça va être important de rester tout au long de la première couche, jusqu'à temps que la deuxième couche commence, pour être sûr que notre première couche soit bien adhérée au plateau et que notre impression soit réussie. Ça peut être que 90% de nos impressions commencent par la première couche. Le restant, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc ça va être important de vraiment valider. Est-ce que c'est beau? Est-ce que notre première couche est propre? Est-ce qu'elle est vraiment collée sur le plateau? Est-ce qu'elle est à la bonne place? Est-ce qu'elle est trop proche? Est-ce qu'elle est trop loin? Souvent, quand on va avoir des longueurs plusieurs sur tout le plateau, il est possible que ça change énormément. Donc, il faut toujours vérifier pour avoir la bonne chose. Là, on le voit en le laissant, on voit que la première couche là, était quand même pas pire belle. Là, on pourrait la laisser comme ça. Si on crée une pause dans l'impression, elle va arrêter, elle va venir se parquer vraiment tout le long à gauche où elle a démarré. On repère sur reprise de l'impression, elle va reprendre exactement où elle était. C'est tout à fait comme une normale. Et si on pèse sur pause, ben là, elle va nous demander la possibilité d'arrêter la machine. Là, on peut le faire ou non, ça dépend de ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ça. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir justement avec la partie que j'ai laissée ici. On va se rapprocher un petit peu, on va faire attention. J'ai marqué trop près, parfait et trop loin. Là, je ne vous demande pas de comprendre qu'est-ce qui se passe sur la première partie, puis vraiment voir sur la caméra qu'est-ce que vous allez avoir, mais quand vous allez être en vrai, ça va être important de vraiment valider qu'est-ce que vous allez voir fait. Quand on est trop près, là, on voit qu'il y a tellement de matériel qu'il y a sur le plateau, très squeezé à la même endroit, que le matériel retrousse dans le vraiment, qui sort du plateau, et qui va s'auto-décoller, justement, fait que là, on est vraiment trop près. Là, ça ne donnera pas un beau fini. Quand on a fini, parfait. Là, on va voir que quand on passe notre main dessus, là, le son là, est super beau, il n'y a rien qui se passe. Versus l'autre,
on voit que là, oh, là, il y a quelque chose qui se passe. Quand on est trop loin, là, ça va être dur à voir sur la caméra, on voit qu'il y a de l'espace entre les lignes. C'est là que ça va être important de valider que votre première couche est bonne tout le long. Ça, c'est volontairement fait pour vous montrer c'est quoi. Et quand on est trop loin, on voit qu'il y a vraiment de l'espace, puis on peut voir le son est constant, mais on voit qu'il y a des lignes qu'on voit au travers. Tandis qu'à côté, ben là, c'est vraiment doux, c'est lisse, c'est parfait au niveau de la première couche. C'est qu'est-ce qui va vous donner la qualité d'impression que vous allez rechercher pour un plateau de verre ou un plateau de PEI, justement à ce niveau-là. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fermer l'impression, on va juste l'arrêter, justement. On va la laisser comme ça, on va faire une pause. Nous, on n'a pas besoin de la laisser continuer. Là, ce qu'on peut voir en cliquant sur pause, notre lumière va tomber orange et on peut faire canceller ou reprendre l'impression. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un canceller. L'imprimante va nous arrêter justement directement. Là, ce qui va être important, ça va être de prendre notre pièce dessus. On peut laisser le plateau exactement comme il est là. On peut sortir le plateau pour sortir la pièce. Là, ce qu'on va devoir prendre, c'est justement à côté la petite spatule qui est là. Faire attention, cette petite spatule-là est aiguisée, parce que justement, c'est un plateau de verre, on va aller en dessous, puis on va aller vraiment enlever le matériel comme il faut. Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est glisser tranquillement. Si on voit qu'on a de la difficulté à rentrer en dessous de la pièce, comme là, j'avais pas de difficulté. Si j'avais de la difficulté à rentrer en dessous de la pièce, là, ce que ça va faire, c'est que ça allait déplacer notre plateau de verre. Puis là, bon, on pourrait briser quelque chose. Fait qu'on va le sortir quand on a de la difficulté, surtout quand on a des grandes pièces à ce niveau-là. Nous, on a décollé notre pièce, on peut la sortir. Là, on voit notre première couche. Est-ce qu'elle était belle ou elle était pas belle? Puis là, on peut voir là, que ma première couche, moi, là, elle était trop loin. Fait que là, c'est pour ça que j'ai eu de la facilité. On le voit, on l'entend. Exactement là, quand on avait dans le trop loin. Fait que c'est pour ça que c'est important de valider vraiment votre première couche. C'est là qui est primordial. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de problème, mais peut-être qu'on en aurait eu beaucoup de problèmes. Là, il aurait fallu le stepper en baby stepping un petit peu plus closer, d'environ 0.05, peut-être 0.1 mm justement pour assurer qu'on ait une bonne première couche très even, puis super solide aussi avec le plateau qu'on a. Fait que ça va vraiment être votre impression. Quand on a fini, on vient vraiment fermer la porte à ce niveau-là, on laisse la plaque à l'intérieur, il n'y a pas de problème, parfait. On peut venir éteindre la machine en dessous, justement, mais avant de l'éteindre, on n'oublie pas une chose, notre matériel est toujours à l'intérieur. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'on va faire unload filament, qui est là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter la température, il va purger un petit peu de filament et il va retirer le matériel directement. On enroule la bobine et on éteint la machine seulement. Puis ça va être tout à ce niveau-là. Vous allez pouvoir partir en paix avec votre pièce qui est là. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va toujours être là pour vous aider. Mais d'après moi, ça devrait faire le tour amplement pour ça. Avant de terminer aussi, sur la machine, vous allez voir que sur le côté à gauche, près du petit organisateur, vous avez un petit document qui explique environ tout ce qu'on a. On l'a sur le site aussi à ce niveau-là. C'est vraiment la procédure pour démarrer l'imprimante. Si vous vous en souvenez plus de qu'est-ce qu'on a parlé là en ce moment, allez sur le papier, vous allez tout trouver l'information. Vous avez la version anglaise et française sans problème. Vous allez pouvoir. Sur ça, merci et à la prochaine et bon plaisir au lab.